Bienvenue dans ce 6e numéro de l'AFC pour cette année 2021 avec un programme toujours très fourni et nos invités que nous aurons le plaisir de vous présenter d'ici quelques instants. Nous allons d'abord voir le sommaire de cette émission. Nous parlerons de la CAF, donc dans un premier temps, avec un nouveau rebondissement dans l'affaire de M. Ahmad Ahmad et nous irons en Afrique du Sud pour voir si le championnat de foot est arrêté à cause de la pandémie. Deuxième grand titre, eh bien, c'est le spécial CHAN 2021 au Cameroun avec la finale des perdants et la grande finale qui a eu lieu hier à Yaoundé. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis troisième grand titre, il s'agit des infos internationales, le championnat de France et son classico OM Paris Saint-Germain. Nous parlerons aussi des grands joueurs qui ont évolué donc du côté de l'OM et du côté du Paris Saint-Germain. Et puis le mercato, bref, une émission toujours aussi chargée. Avec nous sur le plateau, Massiré Correa, responsable des sports au pôle Outre-mer de France Télévisions, franco-sénégalaise. Bonsoir, Massiré. Bonsoir, José. Et nous avons également avec nous Sami Mojtabi, qui est journaliste, mais aussi consultant. Il est marocain. Bonsoir à tous, bonsoir José. Quels sont les événements qui vous ont marqué ces dernières heures? Massiré, je commence par vous. Alors, deux événements. Bon, bien sûr, le Barça qui joue hier soir et qui est mené, et Messi rentre et puis qui inverse la tendance. C'est vraiment, il restera exceptionnel, c'est vraiment le meilleur joueur du monde, bien sûr, avec Ronaldo, mais il a une puissance incroyable. Ouais. C'est Messi Power XL. Ouais, et votre deuxième... Alors, mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur ou coup de gueule. Anthony Martial a été insulté, mais des insultes racistes, des menaces de mort, parce qu'il avait marché sur le terrain et Manchester United a perdu. C'était en début de semaine. Et en milieu de semaine, il met 2 buts. Manchester United gagne 9-0. Mais c'est terrible, des supporters de la sorte qui passent leur temps à se cacher et à insulter avec des insultes racistes. Mais quand est-ce qu'on va en finir avec ça dans le foot? Merci. Vraiment, c'est terrible. C'est un phénomène qu'il faut régler. Samy, et vous, qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières heures? Principalement la fin du CHAN. C'est un tournoi qui a été très bien organisé, qui s'est bien terminé, en apothéose surtout pour le peuple marocain. Donc voilà, c'est surtout l'image qui m'a marqué moi ce week-end. Commentaire dans la deuxième partie de cette émission. À la une de ce magazine. Et après la sanction de la Chambre de jugement de la FIFA interdisant M. Ahmad Ahmad de poursuivre sa fonction de président, le TAS, le tribunal arbitral du sport, a décidé de suspendre la décision de la FIFA et de reconduire M. Ahmad Ahmad à son poste de président jusqu'aux nouvelles élections, vous le savez, qui auront lieu le 12 mars prochain. Alors pour l'instant, seuls les candidats qui ont été validés par la FIFA sont en lice, la FIFA et la CAF. Il s'agit de l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya, donc qui sont pour l'heure les seuls candidats. Alors une véritable douche froide. Comment avez-vous accueilli cette décision justement du comité exécutif de la CAF? Merci pour M. Ahmad Ahmad. Le comité exécutif qui n'accepte pas Ahmed Ahmad. Écoutez, on se demande à qui profite le crime, c'est-à-dire que la FIFA l'écarte pour 5 ans pour un vol, pour de la corruption et un vol où il a invité plusieurs présidents de fédérations et il les a conduits à la Mecque. Bon, c'est sûr que c'est condamnable, mais on a vu pire au niveau de la corruption, surtout au niveau de la CAF. Et puis ses propres frères qui l'ont complètement, qui n'ont pas fait confiance et qui ont décidé de voter contre son retour à Yaoundé samedi dernier. Son retour, apparemment, c'est surtout la FIFA qui est derrière et qui souhaite avoir un autre candidat. Ce serait Motsepe ou le Mauritanien Ahmed Yahya. Et en fait, c'est la FIFA qui tire les ficelles. Oui. Et c'est vrai que même si il était réélu
mais à mon avis, je pense que ça sonne la fin d'Ahmad Ahmad. Mais s'il était réélu, ce serait difficile pour lui de gérer sans les deniers de la FIFA. Parce que la FIFA ne lui allouera pas autant de subventions qu'à un autre, qu'à Motsepe. Bon, Motsepe, c'est sûr, Motsepe est richissime, c'est vraiment un grand milliardaire, le premier milliardaire noir de l'Afrique du Sud. Mais je pense que ça profite à la FIFA qui espère avoir merci. Nous allons écouter Samy. Samy, votre point de vue sur cet échec presque demi-échec de M. Ahmad Ahmad? Oui, on peut appeler ça un échec. C'est quand même un président déchu. C'était le président de la CAN à 24. Il était quand même très, très apprécié en Afrique. Il avait fait quand même des choses plutôt appréciable pour le football africain. Là, c'est une vraie déchéance. Il avait quand même de très forts soutiens, notamment en la personne du président de la fédération marocaine, Ahmed Legja. Ça me semble très compliqué pour lui. Ça sonne un peu le glas de ses ambitions. Après, fraude, pas fraude, présomption d'innocence, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Ce que je retiens surtout, c'est l'ingérence de la FIFA qui, aujourd'hui, est plutôt en position de force pour imposer son candidat. On verra bien ce qui se tramera, mais c'est pas forcément une bonne chose pour le football africain. Et les candidats, ce sont le Sud-Africain et le Mauritanien. Oui, les deux candidats qui sont favoris. Mais... Eh bien, nous verrons bien le 12 mars. En tout cas, il y aura un jugement du TAS à propos de M. Ahmad Ahmad le 2 mars. Donc, nous en saurons un peu plus concernant ces élections qui sont attendues le 12 mars à la CAF, Confédération africaine de football. Si vous me permettez, ce qui est important, surtout le 12 mars, c'est qu'on élise un président qui va permettre au football africain de s'épanouir, qui va permettre aux footballeurs africains d'évoluer et puis de peut-être certains de vivre de leur passion et surtout d'être dans les meilleures conditions quand ils partent dans les championnats, dans les coupes de France, dans les coupes d'Afrique, qu'on ne voit plus ces super conseillers ou ces super présidents de fédérations africaines dans des super hôtels, palaces 6 étoiles, je dirais. Et que l'on voit les joueurs dans des hôtels à 1 étoile, voire... Donc il faut essayer nous aurons l'occasion d'en reparler, Massiré. De mettre les joueurs dans de meilleures conditions. Merci de l'avoir souligné. Nous allons passer au championnat de football sur le continent et nous avons choisi l'Afrique du Sud et le classement avec un championnat qui a bien démarré malgré les problèmes sanitaires, même si les hostilités se sont arrêtées provisoirement au début du mois de février. Au classement, Mamelodi Sundowns, justement l'équipe du candidat à la CAF, Patrice Motsepe est en tête devant Sport United. Et les autres équipes du classement, Moroka Charlotte, Golden Arrow est 4e, Orlando Pirates est à la 5e place, vous le voyez donc d'ailleurs sur votre écran. Mon cher Samy, avant de retrouver Massiré, l'Afrique du Sud durement frappée aussi par la pandémie, on joue quand même, on devrait jouer, on ne devrait pas arrêter le championnat? C'est une question assez difficile. Faut voir aussi avec les personnes qui sont au pouvoir. Je connais pas les chiffres officiels. Peu de personnes les connaissent. Ensuite, c'est une décision à prendre pour l'économie aussi du pays, l'économie sportive, l'économie de ces clubs. On a vu que en Europe, il y a eu aussi des décisions parfois d'arrêter le championnat, comme en France, parfois de continuer. On a vu aussi que la NBA avait envoyé un message à tout le monde sportif en montrant qu'une bulle bien construite peut permettre de réussir à organiser ce genre d'événement. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Tout dépend de la progression de la pandémie en Afrique du Sud. Moi, je pense sincèrement que s'il y a possibilité de préserver les sportifs et de préserver une éventuelle fuite du virus, pourquoi pas continuer avec des mesures sanitaires appropriées. Voilà, Massir, on avait le président Cyril Ramaphosa à l'aéroport, justement accueillir une cargaison de vaccins. Et pour les chiffres que Samy parlait, il y a plus d'1 million d'infections recensées, plus de 44 000 décès en Afrique du Sud. L'Afrique qui avait quand même été épargnée et les
vaccins ont commencé dans certains pays, notamment l'île Maurice, les Seychelles, le Maroc et l'Algérie. Vous pensez qu'on doit jouer quand même comme en Europe? Écoutez, oui, moi je pense qu'il faut continuer à jouer. Et puis, c'est des milieux quand même assez préservés. Quand on voit les sportifs, les footballeurs, les clubs, à partir du moment où ils font des tests régulièrement, pourquoi pas? Et non, c'est assez protégé comme milieu. Le problème de l'Afrique du Sud, c'est que là, ils sont vraiment très mal partis, d'autant plus que les derniers vaccins qu'ils ont reçus ne sont pas valables contre le variant sud-africain. Et ça va être très difficile. Mais c'est pas étonnant que ça se propage très très vite. Vous avez déjà été dans un township? Mais c'est terrible. Les townships, la promiscuité est terrible. Okay. C'est-à-dire que vous avez, dans un petit espace, quand vous allez au township de Soweto, dans une petite baraque, vous avez 10 personnes. Forcément, ça va se propager. D'autant plus qu'il y a en plus ces problèmes d'hygiène. Mais je pense en tous les cas, il faut quand même un peu de divertissement dans ce monde tellement triste. Okay. Et voilà, si on peut diffuser à la télé des matchs de foot, Mamelodi Sundowns contre Kaizer Chiefs ou Orlando Pirates, moi je prends en tous les cas. Merci Massiré. Et puis nous allons enchaîner avec le Bénin en présence du ministre des Sports, Oswald Yomeki du Bénin bien sûr, et M. Bouni Jonadou, conseiller principal pour Baltimore en Maryland 2026, et Jean-Marc Adjoviboko, comme vous le voyez sur votre écran, le conseiller technique du ministre des Sports. Ces personnalités ont donné un aperçu du nouveau projet de football béninois grâce au partenariat avec Maryland dans le cadre de la candidature de la ville de Baltimore et Maryland aux États-Unis qui accueillent les matchs de la Coupe du Monde FIFA en 2026. Nous enchaînons avec quelques brèves encore. Coupe du Monde des clubs, là ça se passe du côté du Qatar avec 6 confédérations qui sont présentes. Vous savez que l'équipe d'Al-Ahly d'Égypte est sur place. Et donc, il y a 6 au lieu de cette équipe. Vous voyez les nouveaux stades, justement, du Qatar qui vont accueillir la Coupe du Monde en 2022. Puis, dans quelques instants, nous allons voir en image l'équipe d'Al-Ahly avec les arbitres qui font leur entrée, qui a battu Al-Douaï LC du Qatar 1-0. Les Égyptiens d'Al-Ahly seront face au Bayern de Munich ce soir à 19h pour les demi-finales. Et sachez que les Brésiliens de Palmeiras seront face au club Tigre, donc du Mexique, d'André-Pierre Gignac. Nous enchaînons avec la légende nigériane Daniel Amokachi qui a séjourné au Cameroun pour le CHAN dans le cadre d'une étude qu'il effectue. Il a déclaré que notre football est une question d'habileté et de technique. Il faut jouer comme les Brésiliens, donc revenir aux sources en quelque sorte. Vous êtes d'accord, Massiré ? Il faut que l'Afrique retrouve son football d'antan. Oui, moi je suis d'accord. Étant donné que j'ai vu Amokachi jouer, et la première fois que je l'ai vu jouer, c'était en Tunisie à la Coupe d'Afrique en 92, avec ce magnifique match Côte d'Ivoire-Nigeria. Et vraiment, c'était un football champagne, chatoyant, et ce qu'on aime, quoi. C'est une légende. Oui. Suspension de 12 mois pour le gardien d'Ajax d'Amsterdam, le Camerounais André Onana, qui a donc été contrôlé positif. Vous avez aussi cette information? C'est dur pour lui quand même. Hein? L'Ajax va faire appel. L'Ajax va faire appel. C'est pas encore confirmé. L'UEFA a compris la prise de ce médicament, mais l'a quand même condamné. Donc voilà, ils vont faire appel. C'est pas, il y a Edwin van der Sar qui avait communiqué dessus. Il est plutôt optimiste quant à l'annulation de cette suspension. Ça reste à voir. En tout cas, ça reste une bonne nouvelle, par exemple, pour le club de Lille qui s'apprête à les affronter. En plus de ça, ils avaient oublié d'enregistrer Sébastien Haller, leur nouvelle recrue, à plus de 25 millions d'euros pour la Ligue Europa. En ce moment, ça ne va pas très fort du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Et puis les éliminatoires pour la CAN des U17. Je vous rappelle qu'au classement groupe A, le Sénégal est en tête devant la Gambie, la Mauritanie est à la 3e place. Et puis en groupe B, Mali est en tête devant Guinée et Bissau et Sierra Leone est à la dernière place.
Mardi 9 février, pardon, pas 19, mais 9 février, Sénégal-Mauritanie. Match important pour la Mauritanie pour sortir de la 3e et dernière place. Et en groupe B, il y aura Mali contre la Guinée-Bissau. Avant de mettre un terme à cette première partie de l'émission, je vous rappelle que dans la deuxième partie, nous parlerons justement du CHAN. Ce dimanche, il y a eu la finale entre le Maroc et le Mali. Et vous le savez, il y a une ville qui a été désenclavée, c'est Limbé. Le gouvernement camerounais a multiplié les efforts justement pour désenclaver cette ville. Je vous propose de regarder ce reportage effectué par notre équipe et les commentaires sont assurés par Séverin Douque. Limbé, c'est l'une des villes qui accueille le championnat d'Afrique des Nations 2021. Dans cette localité proche du Chat des Dieux, trône au sommet de la ville de Nguémé, le stade omnisport de Limbé. Véritable chef-d'œuvre, il respecte toutes les normes architecturales en la matière. Le bijou de 20 000 places assises a été inauguré en 2014. Il était considéré à l'époque de sa construction comme le stade le plus moderne du pays. Il s'y s'est joué la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2016 et très prochainement, il accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le stade de Limbé, ici à Nguémé, est un stade assez intéressant parce que déjà il est placé en hauteur et tous ceux qui y sont découvrent la ville dans le bas fond. Et surtout l'aération, parce qu'étant ici en hauteur, le vent circule normalement, on a moins d'effet de chaleur. Il a un gazon doux et il est vraiment intéressant pour le jeu. Plus bas, le Milden Farm Stadium affiche fière allure. L'enceinte qui sert de stade d'entraînement a été rénovée en 2012 pour en faire un stade d'entraînement aux normes internationales. Sa pelouse en gazon naturel permet une meilleure fluidité de la circulation du ballon. Ici, on peut profiter du spectacle sur des gradins à l'abri des rayons de soleil. Le Centenary Stadium est également un joyau au cœur des institutions de la ville. Ancien stade municipal de Limbé, il est aujourd'hui la fierté de toute une population. Ici se déroulent les matchs du championnat local de première division. C'est des stades aussi conçus pour permettre aux équipes de s'entraîner et ainsi que le public c'est-à-dire que de communiquer avec les joueurs sur le stade et puis la population trouve son compte. Des infrastructures toutes up-to-date, de quoi donner de l'envergure. Donc, retour sur le plateau avec l'AFC. Deuxième partie, nous allons voir les titres spécial CHAN au Cameroun avec la finale des perdants et puis bien sûr la grande finale qui s'est déroulée dimanche soir. Vous voyez les Marocains qui font la fête. Et puis dans la troisième partie, le football international. Nos invités, Massiré Correa, responsable des sports au pôle Outre-mer de France Télévisions. Elle est franco-sénégalaise. Et puis nous avons Sami Mochtabi qui est avec nous, journaliste, éditeur et consultant. Il est marocain. Sami, avant de donner la parole à Massiré, vous nous avez apporté une information. Les hommes du Tigre se sont qualifiés? Oui, ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde des clubs avec un but d'André-Pierre Gignac, donc qui atteint la Coupe du Monde des clubs à 35 ans. Vous pensez qu'ils vont rencontrer Al-Ahly ou le Bayern? On espère tous Al-Ahly. on a la fibre africaine, mais sincèrement, je pense que le Bayern risque d'atteindre la finale. Et Massiré, vous n'avez pas voulu nous parler en première partie de Jimmy Adjovi Boko. Pourquoi? Vous avez quelque chose contre lui? Je voulais juste dire, si absolument je voulais parler de lui, je voulais juste dire qu'il a fait un très bon travail au Sénégal avec Djambar. Exactement. Grâce à lui, on a des petits Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain et plusieurs joueurs dans toute l'Europe qui ont pu s'épanouir, évoluer et puis s'enrichir, bien sûr. Et donc, en plus, qui sont éduqués, parce que Djambar, c'est un programme sportif, mais un programme intellectuel. Il y a un véritable équilibre entre l'intellect et le sportif. Donc, je pense qu'il va continuer ainsi au Bénin et c'est une très bonne chose qu'il soit dans les instances et ce partenariat est une très très bonne chose. Avant de voir le dossier, justement, je voudrais aussi saluer Patrick Vieira et Bernard Lama qui ont collaboré avec Jimmy Adjovi Boko pour la réalisation de Djambars, le dossier du magazine.
La grande finale, et surtout celle des perdants, où la Guinée a brisé le rêve des Lions indomptables. Regardons le résumé de ce match avec Thierry Lassa. La Guinée s'est imposée 2-0 face au Cameroun, dans le match comptant pour la 3e place de la 6e édition du CHAN. Une sélection camerounaise, visiblement encore sous le choc de la débâcle infligée par le champion en titre le Maroc lors de la demi-finale au stade Omnisport de Limbé. La défense camerounaise s'effondre en encaissant 6 buts lors de ces 2 dernières rencontres. Il y a un sentiment de déception parce qu'on a perdu. Chaque fois qu'un entraîneur perd un match, il est évidemment déçu. Et en même temps, je voudrais féliciter mon collègue de la Guinée qui a produit un grand match aujourd'hui. Éliminée au tir au but en demi-finale face au Mali, la Guinée de Morlaye Sylla était la plus réaliste sur la pelouse du stade de Bépanda contre les Lions indomptables locaux. Bon, il faudrait reconnaître qu'on était venu en compétiteur. On s'est dit quelque part, on a une place à jouer. Et depuis le premier tour déjà, on a senti que par la performance des jeunes, leur mental, on s'est dit quelque part on a de la place. On a même cru devoir jouer la finale, qu'on a raté contre le Mali au tir au but. Malgré une fin de compétition peu enviable, il faut noter que le Cameroun a réalisé sa plus belle performance dans l'histoire de cette jeune compétition. Les Lions locaux ont en effet atteint le dernier carré de la compétition et terminent 4e de cette édition. Monsieur, Madame, Samy, d'abord, sur le plan organisationnel, le Cameroun a réussi, mais sur le terrain, il y a eu un dérapage. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous avez un sentiment à dégager sur cet échec c'est quand même vous l'avez très bien dit, c'est une réussite au niveau organisationnel. C'est un premier test, un premier jet avant la vraie CAN l'année prochaine. Donc c'est une réussite en tout point, que ce soit dans l'organisation, dans la tenue des matchs, dans la logistique, il n'y a aucun souci. Maintenant, sur le terrain, je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que le Cameroun ne faisait pas partie du tout des favoris. Ils ont atteint une certaine limite, ils ont atteint un plafond de verre. On l'a vu en demi-finale face au Maroc que c'était compliqué. On l'a vu encore lors de ce match pour la 3e place que c'était assez difficile. Une demi-finale, c'est très honorable pour cette équipe du Cameroun. On sait que le championnat du Cameroun a beaucoup de difficultés ces dernières années. Il a été suspendu. C'était des joueurs peu entraînés. Donc sincèrement, je pense que sportivement, le Cameroun ne pouvait pas espérer mieux. C'est même plutôt un petit miracle de les voir aujourd'hui en demi-finale. Ils finissent 4e. Ils doivent être contents. On l'a entendu dans le reportage. C'est la première fois qu'ils atteignent ce classement. Donc on va dire que c'est plutôt une grande réussite globale pour le Cameroun. Cyril, votre sentiment sur le plan organisationnel et sur le plan du... Comme l'a dit Samy, c'était une réussite. Et concernant le Cameroun, la plupart des meilleurs joueurs sont à l'extérieur, dans les championnats européens, voire en Turquie. Donc la politique pour vous, comme le CHAN, c'est une réunion des joueurs locaux. Ce serait que les joueurs qui sont à l'extérieur... Non, parce que ce serait une CAN. Ouais. Nous, c'est pas une CAN. Ouais. La CAN, oui, on va faire revenir les joueurs internationaux, les joueurs qui jouent dans des championnats structurés européens. Mais là, c'est la compétition des locaux. Et les meilleurs locaux sont déjà partis. Et je pense également, comme le disait également Samy, qu'il y a un gros problème financier. Il n'y a pas suffisamment d'argent à injecter dans les académies, dans les clubs. Et voilà, ça reflète la situation. C'est symptomatique de la situation actuelle économique et sportive du Cameroun. Merci, et le Cameroun, c'est plus l'équipe... l'équipe de 2000 et de 2002, c'est fini. Enfin, pour le moment, c'est fini. Mais on retrouve de très bons joueurs comme Toko Ekambi dans le championnat, dans le championnat français. Exactement, qui est du côté de Lyon. On en reparlera dans la 3e partie de cette émission. Massiré et Samy, nous allons enchaîner avec la cérémonie de clôture qui s'est déroulée hier avant la finale. Nous allons voir, bien entendu, Tara. Donc, c'était la mascotte de ce CHAN, cérémonie colorée, mais dynamique, surtout avec des expositions sur les cultures africaines. Il y avait des chorégraphies, vous n'allez pas les voir sur ces images, mais il y avait 2
artistes populaires, en la personne eh bien, de Nabila et Mahalox, le portrait d'Amadou Aïdjo dans le stade, a rendu heureux le public et l'a fait vibrer en quelque sorte. Et nous aurons l'occasion de suivre le superbe reportage de Jorel Ballot dans nos prochaines éditions. Maintenant la finale, la grande finale qui est maintenant aux prises le Maroc et le Mali. Sur ces images, vous allez voir les 2 buts marocains. Les buts ont été marqués en deuxième mi-temps grâce à Bouf Tini à la 69e minute de jeu. Et 10 minutes plus tard, eh bien, El Kaabi rajoutait un second but synonyme de victoire. 2e consécutive pour les Lions de l'Atlas. Sabi, j'ai appris que vous êtes rentré très tard chez vous. Vous avez fait la fête. Vous avez même descendu les Champs-Élysées tout seul. Tout seul. Pareil, la police vous a arrêté. Tout seul, oui. Mais ils ont compris. C'était pendant le couvre-feu. Ils ont compris. Oui, c'était un match. C'était une finale compliquée, José. On pensait que le Maroc allait prendre l'avantage plus rapidement. Il a fallu quand même plus d'une mi-temps, presque 50 minutes. C'était quand même une domination assez stérile, mais les Marocains étaient au-dessus de ces Maliens. On savait que le Mali manquait plusieurs de ses joueurs. Donc, comment dire, la logique a été respectée. Le Maroc était favori de cette compétition. Depuis le 3e match de poule, ils roulent sur leurs concurrents. C'est la meilleure attaque. El Kaabi devient avec ce 3e but le meilleur buteur de la compétition parce qu'il en avait marqué 9 lors de l'édition 2018, donc il est à 12 buts. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le gardien Zniti est élu gardien du tournoi. Rahimi, qui est le numéro 9 de l'équipe du Maroc, est élu MVP de cette compétition. On devrait d'ailleurs en entendre parler d'ici peu en Europe. Donc tous les feux étaient verts pour l'équipe du Maroc. Amouta, que j'avais un petit peu tensé, on va dire, lors du début de compétition, c'est bien repris et ses choix ont payé. Donc c'est une réussite totale. Il y a peu de critiques à émettre sur cette équipe du Maroc. Ça montre aussi, ça met en valeur le travail fait par la fédération marocaine avec ses équipes de clubs. Les clubs ont performé sur la scène continentale. Forcément, il y a une suite logique. Cette équipe de locaux performe aussi sur le continent. Voilà, il n'y a pas de surprise. Et des images justement sur les préparatifs avant les matchs de cette équipe du Maroc avec le commentaire de Massiré. Massiré, que pensez-vous de cette victoire justement marocaine? Le Maroc qui avait démarré doucement, mais après qui a pris... Mérité, avec un championnat structuré, où il y a des locaux qui brillent et qui peuvent quasiment vivre de leur profession. Et ça fait des années que la fédération travaille parfaitement pour avoir un football de qualité, et on le retrouve également avec l'équipe nationale. Non, franchement, le modèle marocain est à suivre. Oui, merci Massiré. Et Soufiane Brahimi, l'ailier du Raja de Casablanca, termine donc également la compétition avec 2 distinctions sur le plan individuel, 5 buts, meilleur buteur, et c'est un garçon qui a 24 ans, qui a été désigné meilleur joueur aussi, justement, de ce tournoi. Donc c'est une très très bonne chose. Il a devancé justement le Guinéen Morley Silla, désigné aussi homme du match avant la sortie justement de l'élimination de la Guinée, ou l'élimination justement de la Guinée précisément. Alors nous allons voir le tableau des résultats maintenant avec Guinée qui élimine le Cameroun, ou qui bat le Cameroun pour la 3e place, 2-0, et même score pour le Maroc, on vous l'a dit, 2-0. Le Maroc qui va encaisser 12 millions de dirhams. C'est beaucoup d'argent, hein, Sabine. Oui, c'est bien au niveau financier, c'est bien aussi au niveau du classement FIFA, parce qu'il faut savoir que le CHAN compte pour le classement FIFA pour la sélection A du Maroc, donc c'est tout bénef. Oui. Image de la prestation du buteur. Nous avons sélectionné quelques séquences de Rahimi. Regardez ce qu'il a fait pendant ce CHAN, justement. Je rappelle que c'est les championnats d'Afrique et des nations. Vous l'avez suivi un peu, Massiré? Vous le connaissez, ce garçon? Non? Non, pas très bien. Pas très bien. Vous le découvrez aussi. Il performe comme beaucoup de gens. Hein. Il performe quand même dans le Botola marocain depuis quelques années. Il a été performant avec le Raja Casablanca en Ligue des Champions africaine et en Coupe de la Confédération. C'est pas vraiment une révélation pour ceux qui connaissent et suivent le football marocain, puisque c'est un nom qu'on entend depuis un moment. Il y a beaucoup de scouts européens aussi qui se penchent sur lui. Là, je pense que c'est juste, c'est un déclic. Il s'est montré aux yeux du monde. Ça a beaucoup parlé aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est un nom qui est un peu plus connu en Europe. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a de grandes chances de le voir, pourquoi pas en Ligue 1 ou même dans des championnats un peu comme les Pays-Bas ou la Belgique. Ce serait pas étonnant en tout cas de le voir traverser la Méditerranée d'ici peu.
On ne le verra plus au Cham alors. Non. C'est fini. On le verra peut-être avec la sélection marocaine. Peut-être que Vaïd Alilozic pourrait le sélectionner lors du rassemblement de mars et ce serait une vraie consécration pour lui. Et un tableau encore pour vous montrer ou confirmer justement le classement de ses buteurs. Et Sofiane Raimi, premier avec ses 5 buts. Et deuxième, il y a 2 Guinéens en particulier, Yacouba Nianyabari et Morley Silla. Et puis un troisième. Non. Vous m'avez dit qu'il y a un Marocain qui a marqué 3 buts. 3 buts, El Kabi. Ouais, voilà. Qui n'a pas réussi non plus une très bonne compétition. On attendait beaucoup de lui, mais bon, il a quand même réussi à marquer en finale, donc on lui pardonnera. Et puis un clin d'œil maintenant sur le Mali qui est en finale avec son entraîneur emblématique. Je vous propose ce portrait avec André Mirabeau. Voilà, c'est bon. Noum Diané, 56 ans, fin tacticien, le football local n'a pas de secret pour lui. J'ai commencé ce métier au centre Salif Keita à Domingo, voilà, où j'ai fait 13 ans, où j'ai formé énormément de joueurs qui ont joué en Europe. Et après, j'ai fait pratiquement tous les grands clubs du Mali. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis le seul entraîneur qui a fait les trois grands clubs, l'AS de Bamako, le Joliva et le Stade. Le patron du banc de touche des Aigles locaux, avant d'être entraîneur, a roulé sa bosse comme footballeur. Une carrière riche. J'étais appelé pour une présélection en équipe nationale. Et j'arrive à 17h à l'entraînement. Et l'entraînement, normalement, c'est terminé à 18h. Et j'arrive. Les coachs me font jouer et je fais 15 minutes sur le terrain et je suis retenu pour la sélection. Donc ça, je ne vais jamais oublier ça. Un petit mot rapide, Massiré et Samy, il faut faire confiance aux entraîneurs. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, que ça fait plaisir de voir des Belmadi, des Aliou Cissé, des Noum Diané. J'espère que ça va continuer dans cette lancée et faire confiance aux entraîneurs locaux, aux techniciens locaux. Oui, Samy. Oui, il y a une vraie mise en valeur de nos tacticiens et c'est très formateur. Maintenant, espérons que la passerelle entre justement les sélections A' et la sélection A se fasse de plus en plus. Merci. Et puis un garçon, madame et monsieur, que vous avez connu sans doute et qui a marqué le football camerounais. Il est présent à chaque grande manifestation. Ce géant s'appelle François Oman Biik et notre équipe l'a suivi. Et les commentaires sont assurés par Corinne Kamse-Feyem. Regardez. Du haut de son mètre 84, François Oman Biik marque ce but contre l'Argentine Maradona en Coupe du Monde 1990. L'un des meilleurs souvenirs football camerounais et même africain. Beaucoup parleront de 90, mais je pense que quand on joue 14 ans en équipe nationale titulaire, quand on joue 3 Coupes du Monde, 4 Coupes d'Afrique, je pense qu'il n'y a pas plus beau. En fait, je ne rêvais pas plus beau que ça. Aujourd'hui entraîneur adjoint de la sélection masculine nationale du Cameroun, il porte de grands espoirs pour la jeune génération et reste optimiste pour la suite du parcours de l'équipe Espoir engagée pour le championnat d'Afrique des Nations. Je suis partisan d'aller au bout de cette compétition et quand on dit au bout de la compétition, c'est de la gagner, mais on sait qu'il y a des obstacles, donc il faut aller pas à pas, mais on y croit. François Oman Biik commence sa carrière en 1984 alors qu'il est juste âgé de 18 ans. Il fait ses premiers pas au FC Puma, un club camerounais. La suite de sa carrière le mènera en France, en Italie et au Mexique où il termine au FC Puebla en 2000. En sélection nationale entre 1986 et 1998, l'attaquant marquera 45 buts pour 75 matchs disputés. À notre époque, on n'avait pas autant de compétitions. Moi, je me rappelle que j'ai joué que les éliminatoires de la Coupe du Monde junior. Il n'y avait que les équipes juniors, il n'y avait pas d'équipe cadet U21 au Espoir. Aujourd'hui, ces équipes existent, donc ça permet au pays de continuer à développer le football. Avec ses palmarès, notamment la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 1988, François Oman Biik symbolise une époque glorieuse du football camerounais. Une histoire qu'il partage dans son livre Mon but, autobiographie publiée en 2016. Quelle tête. Ouais, quand il a terminé sa carrière, Samy, j'imagine que vous étiez encore bébé. Hein. Oui, mais je l'ai vu jouer. Ouais. C'est un nom quand même qui me parle et c'est un grand joueur. Quand on revoit ce but, quelle tête. Oui, quelle tête. Massiré, il a joué à Lens et tout. Oui, puis je me rappelle de sa tête. Je suis sortie de chez moi, j'étais comme une folle, parce que c'était la première fois qu'une équipe africaine battait en plus l'Argentine de Maradona, où
match d'ouverture. Et puis l'arbitre Vautreau avait beau rajouter 19 minutes de temps additionnel. Et pourtant, le Cameroun a gagné. C'était juste magnifique. Merci, et je voulais ajouter également qu'il ne faut pas oublier son frère, parce qu'ils étaient deux en équipe nationale. Massiré, nous sommes obligés de remettre l'antenne. Je suis désolé. Merci encore pour cette précision sur François Omanbiik. À tout à l'heure pour la dernière partie. Nous parlerons du football international. Et comme le veut la tradition dans cette troisième partie de l'émission, nous parlerons du football international, le championnat de France et son classico avec OM Paris Saint-Germain. Nous parlerons de cette flèche, de cette étoile filante que vous voyez à l'instant à l'écran. Et nous parlerons des grands joueurs qui ont évolué dans ces équipes, notamment à l'OM et au Paris Saint-Germain. Et nous parlerons aussi du mercato. Et puis nous irons rejoindre un jeune garçon, un défenseur marocain dont on va beaucoup parler dans les années à venir. Avant de parler du football international, nous allons parler bien de Lilian Thuram qui était au Cameroun, qui a été fait citoyen d'honneur de la ville de Douala. Une cérémonie culturelle Sawa qui s'est tenue le 21 janvier en présence de plusieurs autorités traditionnelles. Lilian Thuram a parrainé un atelier de formation visant les jeunes vidéastes. Les détails avec Thierry Dassa. C'est sur l'esplanade de la Maison de la Culture Sawa à Douala que l'ancien footballeur professionnel français Lilian Thuram a été fait notable du groupe ethnique Sawa et citoyen d'honneur de la ville de Douala. Une cérémonie culturelle qui a réuni dans l'après-midi du 21 janvier les principales autorités traditionnelles du peuple Sawa. Lilian Thuram incarne, selon le chef traditionnel du canton Bel, un modèle sur lequel peut s'inspirer la jeunesse africaine. Voilà un jeune qui rentre à la maison et qui nous remplit d'honneur et dignité. Le Ngondo accueille une étoile noire. Lilian Thuram a reçu des mains du maire de la ville de Douala la clé de la cité, faisant de lui un citoyen d'honneur de la capitale économique camerounaise. Il devient de ce fait un ambassadeur de la ville de Douala et de la culture Sawa à travers le monde. Et bien même dans les moments difficiles, je me souviendrai le jour où je suis rentré dans cette case où on m'a parlé, où effectivement j'ai eu des larmes parce que j'ai l'impression d'être dans un retour en fait. Dans un retour que tout entier devrait avoir ce cadeau en fait. Donc je vous remercie énormément et j'espère être à la hauteur de ce cadeau. Arrivé au Cameroun le 18 janvier, Lilian Thuram a parrainé les ateliers Mwinda, dédiés à la formation des jeunes vidéastes dans l'art documentaire. Depuis la fin de sa carrière professionnelle en 2008, le champion du monde 98 a publié plusieurs livres et s'est engagé à travers sa fondation dans la lutte contre le racisme. Voilà, Massiré, nous rappelons que Lilian Thuram est guadeloupéen et vous pensez que beaucoup d'Antillais devraient s'inspirer ou retourner sur la terre natale en Afrique? Ça, c'est très la terre des ancêtres, pardon. Oui, c'est très personnel. C'est vraiment très personnel. Mais je trouve que le travail de Lilian est vraiment très bien. C'est vraiment très profond. Il s'investit énormément pour lutter contre le racisme et en fait faire en sorte que la terre d'Afrique, pour lutter contre les racistes et faire en sorte que la terre d'Afrique soit reconnue comme la terre des ancêtres des Antillais. Et surtout, ce qui est vraiment louable de sa part, c'est qu'il a créé une fondation pour faire en sorte également qu'il y ait moins de racisme, pour lutter contre le racisme et faire en sorte qu'il y ait un bien-être, c'est surtout ça, le vivre ensemble, qu'il recherche et il a écrit plusieurs livres dans ce sens-là. Il va dans les écoles prêcher la bonne parole. Il n'est pas obligé de faire ça. Et pourtant, c'est
vraiment une lutte qui lui tient à cœur et je trouve que c'est encourageant ce qu'a fait le Cameroun. Et c'est vraiment un très beau geste et je pense ça l'investit encore plus. Merci Massiré. Samy, que pensez-vous de ce geste en un mot? Non, c'est une très bonne chose. On sait que Lilian Thuram fait beaucoup pour la communauté africaine et la communauté noire. Donc oui, c'est vraiment, il s'est trouvé un destin et une passion après sa carrière de footballeur. Et je trouve que c'est une très bonne chose, quoi, de lutter contre le racisme. C'est très noble. Nous allons parler du football international après ça. Et nous allons retrouver cet OM Paris Saint-Germain. C'était le classico et les Parisiens n'ont pas trop forcé visiblement, d'après ce que disent certains spécialistes, 2-0, avec un premier but que vous allez voir dans quelques instants, avec l'étoile filante, comme je le disais, donc Kylian Mbappé, après une passe de Di Maria qui est parti seul pour tromper Mandanda. Et puis ensuite, c'est Icardi qui, grâce à la complicité de l'épaule de González Alvaro, a marqué le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. 2-0, les buts ont été marqués en première mi-temps. Paris Saint-Germain a réalisé un bon test, selon vous, pour affronter le FC Barcelone le 16 février? Il n'a pas eu à forcer énormément, parce que c'est quand même un OM faible. C'est pas un sparring partner, on dirait, qui était à la hauteur. Franchement, là, en ce moment, la situation est sinistrée à l'OM. Nouvel entraîneur. On y revient tout à l'heure. Je voudrais vous interroger aussi sur ce Paris Saint-Germain qui est en train de cotiser plusieurs joueurs à la fois, qui veut Lionel Messi, qui veut Sergio Ramos, qui veut David Alaba, et qui voudrait aussi Sergio Aguero et Moïse Kean. Vous pensez que le porte-monnaie est suffisamment rempli pour... Ouais, on sait très bien que le Paris Saint-Germain est la propriété du Qatar. Il ne faut pas oublier qu'il y a la Coupe du Monde 2022 qui approche. Je pense que les Qataris veulent frapper un gros coup justement juste avant cet événement pour marquer les esprits. Donc ce ne serait pas étonnant. On sait que le Paris Saint-Germain est positionné sur 2 grands joueurs. Maintenant, est-ce que Messi et Ramos viendront garnir les rangs de cette équipe? On n'en est pas sûr, mais ce serait une chose énorme pour la Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain et pour le Qatar de réussir à avoir ces joueurs tant courtisés. J'y crois pas trop. Enfin, Ramos, j'y crois pas. Je pense que c'est un joueur qui va finir sa carrière au Real Madrid. Messi, les contacts sont là. Les contacts sont là. Et puis, il y a eu des problèmes, bien sûr, avec... tout le monde sait qu'il y a eu des problèmes avec le Barça et qu'il a émis la volonté de partir. Qui peut l'acheter actuellement, si ce n'est le PSG ou Manchester City ou Manchester United? Voilà, les clubs ne se bousculent pas parce que c'est un salaire astronomique. Il ne faut pas oublier que Barcelone a dépensé un demi-milliard depuis que Messi est là. Donc... voilà, je pense que ça va pas se bousculer. C'est le PSG, Manchester City, Manchester United, la Juve qui peuvent. En fait, il n'y a que 3 clubs aujourd'hui qui peuvent l'avoir. C'est le Paris Saint-Germain, Liverpool et Manchester City. C'est les 3 clubs qui peuvent se le permettre. André Villas-Boas, il a claqué la porte. Écoutez ce qu'il a dit avant de parler de l'OM. Écoutez-le. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive. Cette prise de décision par rapport à les besoins de l'équipe et le joueur qui est arrivé, et à cause de ça, d'être à côté de la politique sportive du club, d'être pas au courant dans un accord qui était de gentleman par rapport à l'arrivée des joueurs était cassé. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction et les heures que je dépense pour faire le mieux. Et je ne peux pas accepter ça, parce que cette club a déjà vécu 2-3 ans de n'importe quoi. Voilà, Samy et Massiré, je lis dans votre mémoire, vous avez le sentiment que Pape Diouf manque à cet OM? Ah oui, oui. Ah oui, Pape Diouf nous manque à tous d'ailleurs.
On sent qu'il n'y a personne aux commandes de cet OM actuellement. C'est un petit peu le... C'est un bateau à la dérive. Oui, on peut appeler comme ça. C'est un petit peu le bazar. C'est le naufrage. Ce que fait Villas-Boas, moi personnellement, j'en suis pas fan. Je trouve ça un peu lâche de partir quand tout va mal. Il aurait pu attendre de laisser au moins, je sais pas, tenter de laisser le club européen. C'est encore possible mathématiquement. Il a eu une communication assez hasardeuse cette saison. La saison dernière, il était beaucoup plus gentil avec la presse, beaucoup plus malléable. Voilà, c'est un peu étrange. Je suis pas fan de ce genre ce genre d'attitude et il laisse l'OM dans une situation très compliquée et on le voit sur le terrain, c'est très difficile. Effectivement, après ce qui s'est passé, comment il a pu prendre la décision de partir au lendemain je dirais presque de l'attaque des supporters à la commanderie. Alors qu'il a le soutien de ses joueurs en plus. En plus. C'est comme un ménage, comme si la femme ou le... Non, mais on ne laisse pas le bateau à ce moment. Franchement, c'est incroyable. Et puis bon, dès le début de saison, dès la fin de saison dernière, quand Zubizarreta s'en va et qu'il clame haut et fort que si Zubi s'en va, lui également s'en va, et finalement, on devrait le licencier à ce moment-là. Il reste, il choisit de rester. Il dit que c'est les joueurs qui l'ont poussé à rester, mais il reste. Alors que c'était pas le langage qu'il avait mené. Ok, nous allons aller très vite, je suis désolé, il y a beaucoup de choses à dire effectivement, parce que je voudrais aussi que nous jetions un coup d'œil pour ceux qui n'ont pas connu, aux joueurs qui ont marqué justement l'OM tout d'abord. Avec les Salif Keita, que vous connaissez tous, il y a les Joseph-Antoine Bell. Nous allons enchaîner avec les Abedi Pelé. Il y a aussi quelqu'un, Joseph-Antoine Bell, que nous voyons toujours. Abedi Pelé ensuite. Il y a aussi un garçon que vous connaissez tous très bien parce que c'est un confrère, Habib Bey. Il y a Cyril Domoro. Et puis nous allons terminer avec le Burkinabé dans quelques instants. En la personne de Bakary Koné du Burkina Faso, après l'Ivoirien que vous voyez, Cyril Domoro. Et puis au Paris Saint-Germain, il y a eu aussi du beau monde quand même. Moustapha Daleb. Et vous avez oublié. Je n'ai pas tout cité, parce que sinon on aurait passé des heures. Non exhaustif. Oui. Et puis du côté du Paris Saint-Germain, j'ai pris les principaux. Moustapha Daleb, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Il y a Jean-Pierre Tokoto également. Nabateng Toko, dont on parlait. Là, c'est Moustapha Daleb. Ensuite, Jean-Pierre Tokoto, Moustapha toujours avec son maillot 11. Il y a donc Jean-Pierre Tokoto, que Samy n'a pas connu parce que je n'ai pas vu réagir. Nabateng Toko, également du Tchad. Il y a Omar Sen, Georges Weah, qui a marqué notre ami Massiré. Il y a Gégé Okocha, Serge Aurier, et puis bien sûr Modeste Bami. Et ce championnat de France avec donc le tableau que nous allons voir juste après, parce qu'il faut aller très vite. Donc, Georges Weah. Et puis le championnat de France, Lyon est deuxième, pardon. On croyait que Lyon aurait gardé la tête, mais Lille a gagné. Donc Lille repasse en tête devant l'Olympique de Marseille, devant l'Olympique lyonnais. Troisième, le Paris Saint-Germain. Quatrième, Monaco. Et puis Rennes est à la 5e place. Samy, je vous demande de commenter en image le personnage que nous allons voir tout de suite sous l'écran. Et c'est Samy qui va nous parler de ce monsieur. Samy, c'est qui? C'est monsieur Nasser Larguet. C'est le premier entraîneur marocain qui a effectué une pige donc sur le banc marseillais actuellement. Ancien directeur de l'académie de Mohamed VI. Il avait aussi été directeur du centre de formation de Caen. Il a un très bon passif en France. Il a dirigé plusieurs centres de formation et il est depuis 2019 le directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Et c'est lui, comme il avait les diplômes et qui était le plus compétent, qui aujourd'hui prend la succession de Villas-Boas. Donc c'est une bonne nouvelle, je trouve, de manière générale pour le foot africain, parce que c'est un vrai Africain. Il est né au Maroc, il est né à Berkane. Il a été formé en partie au Maroc et ensuite en France. Il a une petite carrière amateur en France. C'est pas vraiment folle, mais c'est une bonne chose, je trouve, pour le continent et c'est une belle vitrine pour nos techniciens. Pardon. Mais il sera là pour une intérim, puisqu'on annonce ça. C'est un intérim pour le moment. Oui. Après, on ne sait jamais, on a déjà vu des intérims se transformer non, on annonce Sampaoli, donc... Pas tout de suite. Il est actuellement en contrat, donc en tout cas, ce ne serait pas étonnant, si les résultats sont là, de le voir prolonger jusqu'à la fin de saison pour repartir sur un nouveau cycle. Nous allons voir aussi du côté de Lyon, nous avons aussi nos joueurs africains comme Islam Slimani, que j'adore, parce que ce garçon a été très bon à Monaco. Comment Monaco peut laisser partir un garçon pareil? Il y a Tino Kaderewe, lui aussi, qui est très déterminé. Je ne sais pas combien de temps
il va rester à Lyon. Et puis, bien sûr, notre Camerounais, Karl Toko Ekambi. Et puis, du côté de Monaco, je voudrais aussi présenter à Massiré, un jeune garçon. Massiré, je ne le connais pas. Je vais vous le montrer. C'est de qui il s'agit, Massiré, regardez. Kefra Diatta. Ouais, c'est. Il vient du FC Bruges. Ouais, il est très bon. Oui, très bon joueur. Un peu nerveux. Mais très bon joueur. Je voulais juste vous dire que vous avez oublié dans les meilleurs joueurs, les joueurs marquants de l'OM, bien sûr Didier Drogba. Oui. Bon, il n'est pas resté longtemps, oui, mais il a marqué. Je ne pouvais pas prendre tout le monde, malheureusement. Alors, Massiré, j'ai sélectionné parmi les joueurs africains, j'ai fait une sélection, mais je vous ai sélectionné pour vous personnellement, un joueur qu'il faut que vous suivez, Massiré. Regardez ces images, c'est Jorginho Ruiter. C'est un Martiniquais. Il est parti à Offenheim, il était à Rennes. Je vous conseille de faire le voyage pour aller le suivre. Il y a Mbaye Dieng, que bon, je voulais vous présenter, le Sénégalais qui est resté à Rennes, Islam Slimani, l'Algérien qui est revenu en France, et puis Youssouf Koné, le Malien ancien lyonnais qui joue maintenant en Turquie. Mais Massiré, je vous conseille de suivre Jorginho Ruiter. Vous retenez bien son nom. C'est un garçon qui a beaucoup d'avenir. Vous avez entendu parler de lui? Bien sûr, bien sûr. Il performe en équipe de jeunes, en équipe de France. Il n'a pas eu sa chance malheureusement à Rennes, mais c'est un joueur, c'est un numéro 9 d'une très bonne qualité, très grande puissance physique et une belle technique. Un joueur à suivre. Nous allons très vite parce qu'il me reste 2 minutes. Massiré, vous suivez l'Outre-mer de près. La Coupe de France, vous allez suivre aussi. Comment ça se passe pour les équipes de l'Outre-mer? Il y a 2 équipes qui vont continuer en Coupe de France. Alors, le 21 février, Sapéré jouera les 32e de finale. Et c'est la première fois qu'une équipe mahoraise joue en 32e de finale. Elle a battu la Saint-Pierroise au 8e tour. Et il y aura également le club franciscain qui a battu Sinamari la semaine dernière. Ok, merci. Je voudrais vous faire écouter Massiré et Sami, un jeune garçon. C'est grâce à Sami d'ailleurs. Il s'appelle Sami Maé. C'est un nom à retenir. C'est un jeune Marocain qui a joué avec la sélection belge chez les moins de 19 ans et chez les Espoirs. Et maintenant, 4 sélections avec le Maroc. Il m'a accordé une interview que nous passerons en intégralité lundi prochain. Mais juste un extrait de ce qu'il m'a dit. Sami Maé, écoutez. Mon message, c'est que voilà, je suis déjà très heureux de pouvoir vous parler, de pouvoir un peu raconter mon histoire. J'espère que c'est que le début d'une belle histoire. Et voilà, je continue à travailler, je continue à essayer de performer sur le terrain pour pouvoir porter ce maillot de l'équipe nationale. Parce que c'est une fierté, un honneur de pouvoir le porter pour chaque joueur, je crois. Et voilà, le travail continue. On va essayer de vraiment se donner à fond pour essayer d'atteindre nos objectifs. Et voilà, j'espère vous revoir très vite. Voilà, c'est la fin de cette émission. Massiré, dès que vous avez l'occasion, vous connaissez la maison. Je vous donnerai un double de la clé. Vous venez quand vous voulez chez nous. Merci, José. Et bonne continuation. Vous êtes responsable des sports, chef des sports au pôle Outre-mer de France Télévisions. Continuez comme ça. Je rappelle que vous êtes franco-sénégalaise. Originaire de quelle région au Sénégal? De Dakar. De Dakar. De la rue 10. Ouais, j'espère que vous m'inviterez à Dakar. Avec plaisir. Merci Sami d'être venu également. Et puis Sami, bon, je ne vous invite pas, vous savez comment faire. Merci pour votre attention. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne, pour une nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Bonne soirée, allez.